Bonjour à toutes et à tous, c'est Dorian de Plein Grandes Écoles. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode au Chinese Business Club. Aujourd'hui, c'est Jean-François Cirelli, chairman de BlackRock. C'est parti, on vous emmène avec nous. Guillaume, tu es ancien chef cuisinier de l'Élysée. Ça se passe comment de faire la cuisine tous les jours au président de la République? Ça se passe bien, j'ai eu la chance et le privilège de travailler pour 4 présidents de la République et comme tous les hommes, ils doivent manger, il y a des repas qui se passent, il y a des repas comme celui-ci où les gens se rencontrent, il y a des repas officiels, donc il y a une grande activité et j'ai eu le privilège de le faire pendant près de 28 ans. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter sur un repas spécifique pour un président de la République? Bien joué, eh ben non. C'est-à-dire que c'est pas la première fois que tous les journalistes demandent les anecdotes. C'est pas qu'on les raconte pas, c'est qu'on laisse les gens qui les ont vécues les raconter. Et oui, j'aurais beaucoup de choses à raconter sur 28 ans, mais ce n'est pas ni aujourd'hui, ni à l'ordre du jour. C'est quoi le repas préféré de notre président actuel, Emmanuel Macron? Et bien pareil, c'est la question à laquelle, non pas on ne répond pas, mais on a eu une expérience avec Jacques Chirac, où Madame Chirac avait dit un jour qu'il aimait la tête de veau, et partout où il allait, on lui servait de la tête de veau. Là, le président Macron, pendant la campagne présidentielle, était suivi par un média, il a dit « Ah, j'adore le cordon bleu », tout le monde pense que c'est son plat préféré. Donc nous, on ne parle jamais des goûts des présidents. Ah, donc là, c'est secret, on ne le dit pas. Et Guillaume, enfin, toi, de ton expérience, quels sont les principaux enseignements que tu as tirés de cette expérience à l'Élysée? La rigueur, bien sûr, quand on a la charge de nourrir le président de la République, les invités pendant près de plus de 25 ans, une certaine rigueur au travail. Vous savez, nous, ça ne peut pas s'arranger avec on vous offre le repas ou on venait manger une autre fois. Donc, dans le temps qui nous est imparti, avec les moyens qui nous sont donnés, on doit servir les prestations qu'on nous demande, que ce soit un repas, que ce soit un cocktail, que ce soit du fret aérien. On doit remplir la mission pour laquelle on est là. Merci à vous. Guillaume. Jean-François Cirelli, vous êtes chairman de BlackRock. Qu'est-ce qui fait la différence de BlackRock par rapport à d'autres fonds, Jean-François? La même qu'entre Sciences Po Paris et puis je ne sais pas quoi. Donc vous êtes de Sciences Po Paris, vous êtes, non? Tous les Sciences Po, des grandes écoles. Les grandes écoles et le reste. Voilà, on est les meilleurs. Qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi justement BlackRock recrute des étudiants de grandes écoles d'ingénieurs, top université, grande école de management? C'est toujours pareil, quand vous êtes le premier dans votre secteur, alors il y a un grand problème qui est de rester premier. C'est difficile de faire la course en tête, on met de second pour essayer de venir, et de ne pas se faire attraper par les seconds, c'est toujours compliqué, mais vous attirez les talents. Donc on a énormément de gens qui veulent venir, on leur propose des stages. Alors il faut s'inscrire sur le site de BlackRock qui s'appelle Internship, BlackRock Internship. Et là les équipes choisissent les meilleurs profils et on arrive à avoir d'excellents stagiaires français, comme d'ailleurs d'autres nationalités. Et enfin, quels sont les enseignements de votre parcours immense et très inspirant vous retenez? Il faut travailler et avoir un peu de chance dans la vie, c'est tout. La chance, ça compte aussi, hein. Mais il faut quand même faut sauver un peu le bourneau quand même. Il faut quand même un peu bosser pour réussir. Il n'y a pas tellement d'autres succès. C'est sur cette scène du Chinese Business Club que Jean-François Cirelli va prononcer son discours. Je lui laisse la place et je vous dis à tout de suite. Le Chinese Business Club est heureux d'accueillir en invité d'honneur Monsieur Jean-François Cirelli, président de BlackRock, plus grande structure de gestion d'actifs au monde. J'en profite pour souhaiter la bienvenue aux nouvelles sociétés membres du Chinese Business Club, Effray Paris, iPerf, Online Now, Lecoq Informatique, Marc Foujols, #Avocat, Interexco, Paris Attitude, Biologique Recherche, Salaison Mauriac et Morissan Foie Gras. Cher Jean-François Cirelli, je suis honoré de prendre la parole aujourd'hui pour saluer votre parcours, celui d'un homme qui, tout au long de sa carrière, a su conjuguer engagement, responsabilité et vision stratégique face aux grands enjeux de notre temps. Diplômé de Sciences Po et de l'ENA, vous débutez votre carrière au service de l'État en occupant rapidement des fonctions stratégiques au sein du Trésor public. Conseiller économique à l'Élysée sous Jacques Chirac, puis directeur de cabinet de Jean-Pierre Raffarin à Matignon, vous participez à l'élaboration de politiques publiques majeures.
On connaît surtout votre engagement au début des années 2000 en faveur de la réforme des retraites, dont vous n'hésitez pas à dire alors quel est votre plus grand sujet de fierté. Votre passage dans le secteur de l'énergie est un marqueur essentiel de votre parcours. Nommé PDG de Gaz de France en 2004, vous accompagnez l'ouverture à la concurrence du groupe et à sa structuration avant d'orchestrer sa fusion avec Suez, donnant naissance à GDF Suez, devenu depuis Engie. Vous déclarez être en proie à un syndrome de l'imposteur chronique, mais poursuivez néanmoins votre engagement dans le secteur financier en prenant, en 2015, la présidence de BlackRock. Là encore, vous faites confiance à votre instinct, convaincu, je cite, que la vie invente, que tout n'est pas écrit, qu'il faut faire confiance à la vie et aller de l'avant. Aujourd'hui, nous voulons, avec vous, prendre le temps de souligner ce chemin parcouru, d'en mesurer l'impact et d'en évoquer les grands enseignements. Je vous remercie de votre attention et je cède la parole à Monsieur Jean-François Cirelli. Je pensais qu'on parlait d'un autre, donc je n'étais pas prêt à monter sur scène. Bonjour et merci à Harold, au Chinese Business Club pour cette belle invitation. Merci à vous toutes et à vous tous d'être présents. Toujours très agréable de retrouver plein de visages connus. Et comme il ne faut jamais faire attendre la cuisine, n'est-ce pas, cher Guillaume Gomez, et qu'en tant que fils d'hôtelier restaurateur, je suis plus que d'autres aussi. Je sais qu'il y a beaucoup d'hôteliers restaurateurs ici. Je les salue tous parce que c'est une profession superbe. Je vais essayer d'être court, ce qui en général veut dire qu'on va être plus long que d'habitude. Et c'est un message en fait pour lui, c'est qu'il m'a dit t'as 8 minutes. J'ai dit mais moi en 8 minutes je ne vais pas pouvoir dire ce que j'ai envie de dire, donc ce serait peut-être un peu plus long que les 8 minutes. Il m'a dit je t'interromprai. Bon alors donc faites-lui signe. 4 points à vous dire aujourd'hui. Un peu de lexique grammatical sur la notion de fond qui est mis à toutes les sauces, pas le fond de sauce, mais les fonds avec un S et sans le D. Ensuite, vous parlez un peu de BlackRock rapidement pour un peu démystifier le grand mastodonte américain. Troisièmement, vous dire un petit peu ce qui change dans les investissements en ce moment dans le monde, mais en bullet point si vous voulez. Et puis quelques réflexions générales que j'ai appelées mes messages paroissiaux. Alors le premier point, fonds et le métier. Alors en France, il y a pas mal d'ambiguïté en français sur la notion de fonds, parce qu'on a les fameux fonds de pension, qui est l'expression anglaise pour dire caisse de retraite. Alors j'avoue que c'est plus sympa et plus joli de dire fonds de pension que caisse de retraite, mais enfin c'est des caisses de retraite. Il y a les fonds d'investissement, qui sont les fonds de capital investissement, en anglais le private equity, le PE. Ça c'est pas moi, ça s'est énormément développé dans les 20 dernières années et c'est d'ailleurs formidable. Et puis il y a les gestionnaires d'actifs, ce que je suis, asset manager. Donc on vous dit vous êtes un fonds de pension? Non. Je suis un fonds d'investissement? Non. Je suis un gestionnaire d'actifs, ce qui en général laisse les gens pantois, ils disent on ne sait pas ce que c'est. Voilà. Nous sommes à peu près pourtant 700 en France, donc vous voyez c'est une profession très éclatée. Et nous, on propose à des gens d'investir, et on investit dans des enveloppes qu'on a appelées des fonds. Donc il y a des fonds tout le temps, mais ce n'est pas les mêmes. Donc faites attention quand vous utilisez le mot fonds. Alors c'est une profession qui n'est pas très connue pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on fait du B2B essentiellement. Donc qui dit B2B, vous êtes loin du client final que vous êtes. Il n'y a pas de boutique BlackRock. Vous pourriez rentrer en demandant dans quoi je peux investir. Nos clients, ce sont ceux qui ont les supermarchés de l'épargne ou des cotisations, et donc en France, les supermarchés de l'épargne, ce sont les banques et les assureurs. Dans d'autres pays, ce sont les caisses de retraite ou d'autres, ou parfois d'ailleurs d'autres systèmes. Et donc quand vous allez dans votre banque pour investir, vous ne pensez pas à l'asset manager, au gestionnaire d'actifs, mais vous pensez au nom de la banque. Donc vous allez dans telle banque, mais en fait, ce n'est pas la banque, c'est l'asset manager, mais vous ne le connaissez pas forcément. Alors, un petit point au passage, qui dit B2B et qui dit que moi mes clients s'appellent AXA, BNP, Société Générale, il faut penser que ces gens-là ne vous disent pas tiens je te donne 1 milliard, place-le au mieux puis on verra bien. Non, ce sont des gens extrêmement sophistiqués qui savent ce qu'ils veulent et donc nous travaillons avec des mandats de ces gens-là et donc l'idée que vous voyez BlackRock du jour au lendemain pourrait dire fini la France, fini l'or, investissez là. Pas du tout. C'est les clients qui décident où ils veulent investir et nous, on essaye de leur donner les meilleurs. Bon, alors le métier, objectivement, il est assez simple.
Voilà. Il y a des gens qui vous confient de l'argent, il n'est pas à vous, il n'est pas dans le bilan, vous le placez, c'est le leur, et vous prenez une petite commission au passage, et puis donc c'est un très beau métier, parce que c'est pas de bilan, juste la com, c'est quand même ce qu'on fait de mieux. Après, il faut que les gens aient envie de vous prêter l'argent, ça c'est sûr, donc il vaut être mieux être bon dans ce que vous faites, mais on fait. Alors, on est quand même, malgré notre taille, une petite entreprise, parce qu'on a un chiffre d'affaires de 20 milliards, qui sont l'accumulation des fees sur les 11 600 milliards que nous gérons. Donc c'est pas énormissime, hein, il y a beaucoup mieux. Notre capitalisation boursière, c'est 150 milliards de dollars, c'est-à-dire que les bons jours, on fait la moitié de la capitalisation boursière d'Hermès, par exemple, ou de LVMH. Donc vous voyez, il y a mieux dans la vie, si je puis dire. La beauté du métier, c'est qu'on est aligné avec les clients. Quand vous prenez des fees, si la valeur de votre portefeuille augmente, vous gagnez de l'argent et nous, on gagne plus. Quand ça baisse, on gagne moins. Donc cet alignement avec les clients, ça c'est un grand avantage concurrentiel. Et si vous, demain, vous voulez envie d'être gestionnaire d'actifs, je vous prête de l'argent. Vous allez l'investir. Quels sont les 2 sujets? Il n'y en a pas 36, il y en a 2 sur lesquels vous allez vous intéresser. Le premier, c'est le risque. On m'a prêté de l'argent, je l'investis, mais si le type fait faillite, s'il ne me rend pas l'argent, moi je suis mal. Donc le cœur du métier, c'est la gestion des risques. C'est le cœur de métier d'un asset manager, mettre de l'argent en étant sûr que quand même on vous le rend un jour. Et la deuxième caractéristique, c'est qu'en général, les gens qui vous prêtent l'argent, ils ont aussi envie de le reprendre quand ils ont envie. Et donc, la plupart des produits que nous vendons, où vous investissez, par votre assurance vie, par exemple, j'en suis sûr, la moitié ou les 3/4 de la salle, si demain vous avez une opération, vous avez envie de reprendre vos sous, vous trouveriez absolument insupportable qu'on vous dise « Ah mais attendez, c'est pas aujourd'hui, c'est dans 2 ans ou dans 3 ans ». Donc, qui dit liquidité, parce que je dois vous rendre l'argent, dit que je dois investir dans des actions, dans des obligations très importante et liquide. Il ne faut pas venir me voir en me disant j'ai une petite start-up formidable qui va faire machin, ça vaut 20 millions, est-ce que tu peux l'acheter? Mais moi je ne peux pas l'acheter parce que si demain je mets 20 millions et que vous me dites je les veux après-demain, ça ne marche pas. Donc nous sommes essentiellement dans des actifs liquides, ça a un peu changé. On reviendra. Maintenant, deuxièmement, sur BlackRock, incontestablement, qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous me dites, il faut lever, c'est pour moi? Ah bon, excusez-moi. Voilà, c'est incontestablement une grande réussite d'entreprise. La boîte a 37 ans, elle a été fondée par 6 personnes, dont les 2 patrons actuels, donc ils sont patrons depuis 37 ans, M. Larry Fink et Robert Capito, les fondateurs à la tête. C'est un vrai tandem. Alors ça, objectivement, vous qui êtes dans les entreprises, des vrais tandems à la tête qui marchent, je parle de ma propre expérience personnelle aussi, c'est pas si facile à trouver. Alors ils sont un couple incroyable, ils ont été virés de leur boîte, ils avaient fait de mauvaises affaires dans la banque où ils étaient, ils se sont dit on va monter une boîte d'asset management, ils ont commencé avec 80 millions il y a 37 ans, comme je le disais, on est à 11 600 milliards aujourd'hui. Il faut bien penser, dans un monde très éclaté avec des milliers d'entreprises équivalentes, qu'ils ont un certain talent. Passer de 80 millions à 11 600 milliards, ça se fait, comme vous l'imaginez, pas tout seul. On est 18 000 dans le monde, c'est pas énorme. C'est pas énorme, c'est pas les bataillons des grandes banques internationales, 250 en France. Alors, ce dont je suis le plus fier, et c'est peut-être la seule chose qu'il faut garder d'aujourd'hui, c'est qu'il y a 56 milliards d'épargne des Français qui nous ont été confiés. Donc je gère 56 milliards en France d'épargne, de votre épargne. Mais nous avons investi en tant que BlackRock 240 milliards dans ce pays. C'est-à-dire que nous sommes un importateur net de capital pour le financement de la croissance de l'économie française à hauteur de 156 milliards. Donc ça, c'est ce dont nous sommes le plus fiers. Nous attirons en France plus d'argent que ce que nous investissons avec l'argent des Français. En Europe, nous sommes le premier investisseur européen. Nous avons 1600 milliards investis en Europe. Ça fait à peu près
30% des résultats de BlackRock et des chiffres d'affaires de BlackRock. Donc, pour une boîte américaine, l'Europe est très importante chez BlackRock parce que quand vous avez 30%, plus de 30% de vos résultats sur ce continent, il faut y aller. Donc, la grande idée, les Américains, je reviendrai, prennent les sous pour aller les mettre ailleurs, c'est vraiment pas vrai du tout. Et on a fait trois ou quatre acquisitions dans l'histoire de ces 37 ans, pas énormes, un peu pour augmenter la taille, en 2009 pour investir je reviendrai dans un truc qui s'appelle la gestion passive, je vous dirai ce que c'est, et puis plus récemment, l'année dernière, on a ouvert le portefeuille, alors là, ça a été la folie, on a acheté pour 30 milliards, c'était jamais arrivé, de M&A, notamment dans 2 domaines, les infrastructures. Nous avons acheté une société qui s'appelle GIP, qui est co-actionnaire de Suez. Donc voilà, on revient dans Suez, si je puis dire. En France, en tout cas, nous avons des aéroports à Londres, notamment aussi. Et puis dans la dette privée qui est une nouvelle classe d'actifs qui monte énormément. Aux États-Unis, les entreprises aujourd'hui se financent plus par les asset managers et la dette privée que par les banques. C'est donc un changement considérable. Nous avons 1000 milliards dans les fonds sur les 11 600 dits de sustainability, de durabilité, comme on dit aujourd'hui, ce qui fait que quoi que vous pouvez entendre sur BlackRock, est-ce qu'on a changé, sur le ESG, dans quelle mesure, etc., c'est le premier actionnaire au monde, asset manager au monde, qui a le plus d'argent dans les fonds durables. 1000 milliards, il n'y a personne qui nous matche au monde. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais vous dire sur le sujet. 2 types de gestion dans ce métier, la gestion active. Je veux investir dans l'automobile, est-ce que je prends l'Allemagne ou la France? Est-ce que si je prends la France, je prends Renault ou je prends Peugeot? Il y a des gens qui font ça, qui font de la recherche, il vaut mieux faire ci, pour ça. Donc ils choisissent les actions. La gestion passive, c'est les index, ce qu'on appelle les ETF, qui se développent énormément, un peu moins en France pour des raisons locales, mais ça vient. C'est-à-dire que là, vous prenez des indices, l'indice total, au lieu d'être exposé à 2 ou 3 valeurs, vous êtes exposé à l'ensemble de la bourse américaine ou d'un secteur particulier. Comme nous sommes, je vous le disais, très investis dans les grandes entreprises, nous sommes investis dans les 2000 plus grandes entreprises du monde, où nous avons en moyenne entre 3 et 5% du capital. Ça veut dire qu'avec 18 000 personnes, on ne peut pas être au conseil d'administration, on ne peut pas être dans la gestion de ces entreprises, ce serait trop compliqué. Donc nous ne sommes jamais dans la gestion des entreprises, jamais au conseil d'administration. Il y a des engagements annuels avec les plus grandes pour discuter de la stratégie et des sujets, et l'essentiel de la relation se traduit par, au final, voter aux assemblées générales. Passe au 3e point rapidement. Qu'est-ce qui change sur l'investissement? C'est un peu des bullet points pour vous garder ça plutôt en tête. Le premier changement en quelques années, c'est la prise en compte et la montée de l'investissement durable, notamment en Europe. C'est plus compliqué aux États-Unis, ça l'était du temps de Biden, c'est encore plus compliqué avec le nouveau président, comme vous le pensez. Alors le problème de tout cet investissement durable, c'est qu'on ne sait pas ce qui est vraiment durable. Donc la réglementation change tout le temps, c'est très complexe. Si on avait fait cette réunion il y a 3 ans et que je vous aurais dit, tiens, moi je mets la défense dans le ESG, les 3/4 de la salle auraient dit, mais c'est impossible de faire des choses comme ça, c'est pas ESG compatible. Aujourd'hui, heureusement, les choses changent un peu, donc vous voyez que Alors, pourquoi la durabilité est importante? Franchement, pas pour des raisons morales. On n'est pas là pour faire la morale. Il y a les politiques et vous et les élus pour ça. Nous, on est là pour vous dire que le risque climatique est un risque d'investissement. Si vous ne le prenez pas en compte, vous aurez un risque au sens du risque sur votre actif. Le deuxième élément qui change, c'est la montée de la gestion passive, dont je vous parlais, les ETF, qui se développent partout, pour 2 raisons. Ils sont très transparents et ils ne sont pas chers. Alors bon, comme ils ne sont pas chers, on les vend moins cher, et il y a quelques réseaux qui n'ont pas envie de vendre moins cher, parce que quand même, tout le monde prend ses fils dans ce métier, vous avez compris. Le 3e point, c'est le développement des marchés privés. Ça, c'est quelque chose de nouveau pour les particuliers.
hein, le private equity, les infrastructures, la dette privée, les hedge funds, tout ça, quand vous allez voir votre banquier, en général, il vous proposait des obligations et des actions. Aujourd'hui, ça se développe, alors on est encore qu'au début, c'est la raison pour laquelle BlackRock est rentré fortement dans ces marchés privés, parce que ça va, et d'ailleurs la loi française maintenant d'industrie verte nous conduit à avoir des actifs privés obligatoirement proposés dans vos portefeuilles, entre 5 et 15%, donc ça va devenir substantiel. Donc ça change, mais dans le monde entier. Ce qui change aussi, c'est quatrièmement, c'est le fameux 60-40 de ce métier. En général, on vous dit, écoute, si tu veux un portefeuille un peu équilibré, qui, 60% d'actions, 40% d'obligations, c'est la bonne formule. Tout le monde a vécu là-dessus pendant longtemps. Aujourd'hui, il n'y a plus les corrélations qu'on avait, et il est plus difficile d'investir aujourd'hui qu'il l'était il y a 4 ou 5 ans. Et donc, tout ça est en plein chamboulement, mais investir où et comment, et qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de réussir. Et le dernier point, c'est naturellement le développement de la crypto, des crypto-monnaies et des classes d'actifs. Nous avons changé d'opinion. On était totalement contre. On disait, oulala, c'est trop risqué. Aujourd'hui, nous considérons que c'est une classe d'actifs comme une autre, mais naturellement, ce n'est pas forcément pour tous les publics. Et puis, c'est quelques pourcents de votre portefeuille. Dernier point, parce que je suis déjà trop long, Harold, quelques messages paroissiaux. Alors, premier point que j'avais envie de vous dire, curieux pays que la France. C'est un pays de la finance. On a les plus belles banques européennes sont françaises. Dans le private equity, on est le principal. On a des superbes sociétés en France de private equity, très successful. Dans la gestion d'actifs, malheureusement, la plupart de mes, je ne vais pas les citer, je cite jamais les concurrents quand même, mais la plupart des concurrents sont français. Donc on est un pays de finance. Et pourtant, c'est un des pays où l'éducation financière est peut-être la plus fruste et la plus limitée en Europe. Franchement, c'est pas top. On peut faire toute sa carrière, bac plus l'université, sans avoir fait 1 heure d'éducation financière sur comment faire les choses. Ça, c'est quand même un sujet. Alors, on a plein de raisons pour ça, plein de raisons. Ne serait-ce que le jour où l'éducation nationale voudra en faire, ce sera un grand moment, ça, mais enfin, pas pour demain, je pense. Et puis, on n'a pas de système de retraite par capitalisation, où les gens regardent individuellement tous les sous. Ça, c'est un truc qui pousse à ça. Et donc là, nous faisons beaucoup d'éducation financière. À BlackRock, on essaye de développer ça, parce qu'on pense que c'est très important. Deuxième point, comme conséquence de cette frustrité, finalement, on parle assez peu de performance. Je suis toujours assez frappé quand on parle à les clients. Ils trouvent déjà pas mal qu'on leur rende l'argent qu'ils ont prêté. Ah, si mon capital est garanti, c'est déjà bien. Alors l'idée de le faire fructifier, elle dit, mais tu penses, les Anglais et les Américains, ils ont une très belle expression, ça s'appelle mettre l'argent au travail. Pourquoi il n'y aurait que la tête ou nos bras pour réussir à avoir de l'argent? Mettons l'argent au travail. En France, on ne met pas assez l'argent au travail. Il ne s'investit pas assez, les gens le gardent en cash. D'ailleurs, en ce moment, on est quand même un des pics qui traduit aussi une certaine incertitude des Français vis-à-vis du monde actuel, puisque plus de 40% de l'épargne n'est pas du tout investie, même pas dans le livret A. C'est quand même inouï. Bon. Donc il faut mettre l'argent au travail, et donc vous, regardez la performance. Regardez la performance, tout ne se vaut pas. Troisième élément, la décarbonation de nos économies, c'est un besoin d'investissement incroyable. On le sait, c'est écrit, etc. Maintenant, nous avons en plus la défense à rajouter. On aura peut-être autre chose encore à rajouter. La puissance publique ne va pas pouvoir financer tout ça. Elle est très endettée, à peu près partout, beaucoup chez nous, mais donc vu les besoins d'investissement à faire pour décarboner l'ensemble de l'économie, les transports, l'habitation, enfin tout, sans argent privé, on ne va pas y arriver. Et donc la solution, c'est de mettre de l'argent public et de l'argent privé. C'est pas gagné. C'est pas gagné parce qu'on est dans un pays qui n'aime pas mélanger l'argent privé et l'argent public. Il n'y a qu'à regarder et demander aux politiques la vision qu'ils ont, par exemple, de la privatisation des autoroutes. Ça rentrait, en France, ça rentrait dans les débats.
Les PPP qu'on avait lancés du côté du Tendre Raffarin sur les partenariats publics-privés ont été dévoyés. L'administration française a horreur de l'argent privé parce qu'elle n'a pas les moyens, mais en même temps, elle n'aime pas qu'on fasse de l'argent sur des infrastructures ou sur des choses comme ça. Donc c'est pas gagné. Mais si on n'arrive pas d'une façon ou d'une autre à mettre du privé et du public, on n'y arrivera pas. Pour réussir à mobiliser cette épargne, qui peut être après tout, et peut-être le seul avantage des Européens, c'est nos taux d'épargne. L'Europe reste un continent avec un taux d'épargne énorme, et donc si on veut investir, on a au moins l'argent. On a besoin de moins d'incertitudes, là on est quand même assez au top, et on a besoin des marchés de capitaux. Le grand succès des Américains, c'est quand même le marché du capital américain, des capitaux aux États-Unis, et c'est pourquoi que nous souhaitons ardemment que l'Europe se crée un marché des capitaux. Alors, on a bien commencé, puisque le précédent s'appelait l'Union des marchés de capitaux, ça n'a pas marché, et donc on a fait ce qu'il fallait, on a changé le nom. Donc ça ne s'appelle plus l'Union des marchés de capitaux, je crois que j'ai déjà oublié le nouveau nom, mais maintenant il faudrait qu'il y ait un peu de la substance derrière. Et dernier point, on a beaucoup glosé récemment sur les fameux 300 milliards, vous vous rendez compte, 300 milliards d'épargne des Européens qui vont s'investir aux États-Unis. C'est affreux. En général, en montrant un peu du doigt, les gens comme moi, parce que c'est quand même les Américains qui rapatrient les sous. Ça, je vous dis, alors ça, c'est encore un fantasme. Moi, je dis, je suis le premier investisseur en Europe, j'ai envie de le rester d'ailleurs. Alors, il y avait quand même une bonne raison d'aller aux États-Unis ces dernières années. Quand la bourse fait 25% en 2 ans de suite, les gens se disent pourquoi pas y aller. Bon, alors le fait de faire 25% une troisième année, c'est peut-être un peu plus dur. On n'est pas parti là cette année pour ça. L'innovation semblait être là-bas. La dérégulation, l'IRA, tout ce que vous voulez, les perspectives de croissance. Je crois qu'on sous-estime la crise européenne en termes de croissance entre nous. Nous avons vécu ces dernières années, nous continuons à vivre dans un continent qui ne crée pas vraiment de richesse et de croissance. Il faudrait peut-être se rebuer pour que ça avance, d'ailleurs. Et donc, tout le monde avait vraiment les yeux de chimène pour les États-Unis. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que tout le monde a investi là-bas. Ça a quand même changé depuis le début de l'année. Pour partie, alors ne me faites pas dire ce que je dis, ce que je ne dirai jamais, mais il y a quand même davantage d'incertitudes aux États-Unis depuis ce début de l'année qu'on pensait à la fin de l'année dernière. Et donc, c'est une vraie chance pour l'Europe. C'est une vraie chance pour l'Europe de la saisir. Nos maîtres politiques ont commencé à comprendre, et le disent les Français depuis le président Macron depuis assez longtemps, mais le nouveau chancelier allemand, qui à l'heure où je parle, j'ai compris, n'est toujours pas élu, a dit il est temps de savoir si l'Europe va sortir de l'histoire ou pas. C'est quand même des paroles fortes d'un chancelier allemand. Les rapports sont faits, Draghi, l'État, ils sont excellents. Pour une fois, il n'y a pas que les constats sur le thème l'Europe, ça ne va pas, il y a même les solutions. Parce que quand on se parle entre nous, Européens, on s'apitoie sur la situation, puis après, quand on dit qu'est-ce qu'il faut faire, il y a moins de monde. Bon, là, on a tout dans les rapports. Mais ce n'est pas non plus encore totalement décodé dans les administrations, tout n'est pas redescendu. Je ne donne qu'un seul exemple qui me stupéfait, moi, je l'ai dit 3 fois à Bercy. Le rapport Draghi, c'est 9 septembre. On est le 6 mai, et il n'est toujours pas traduit en français. Puis ça, 3 fois, je dis, mais quand même, traduisez le rapport en français. Ça prend 10 minutes sur ChatGPT ou DeepL. Après, il faut peut-être 2 heures pour le relire, pour être sûr qu'on n'a pas fait de faux sens. Et au moins, on peut lire le rapport Draghi en français. Vous avez les sites gouvernementaux. Ce rapport n'est qu'en anglais. Pourquoi? On va savoir. Donc il faut que ça décore. Oui, on a le sentiment que c'est pas encore tout ça bien descendu. Voilà, on va passer au dessert. Et donc le dernier mois, c'est il faut faire les bons choix de souveraineté. C'est peut-être mon message. C'est vrai qu'il y a besoin de souveraineté européenne, mais faisons les bons choix et restons ouverts. On a quand même du capital étranger. Et donc après une décennie où l'Europe, franchement, c'était pas top, en termes de croissance, en termes de paralysie politique des institutions, c'est peut-être notre moment. Donc il faut que les Européens vraiment le prennent à bras le corps. Et nous, chez BlackRock, on a besoin de nos 2 pieds. Fort pied américain, nord-américain, 60% de nos résultats. Fort pied européen, plus de 30% de nos résultats. Donc on est là pour continuer à investir mieux et davantage dans l'Europe. Merci et bon appétit. Déborah, tu as été diplômée d'une grande école de management. Tu as ensuite lancé ta propre entreprise. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans le bain de l'entrepreneuriat ?
Ce qui m'a donné envie de me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est que j'avais déjà commencé quand j'étais à l'université. J'étais à la fac à la Sorbonne Nouvelle Paris 3 et je savais déjà ce que je devais faire. Et par la suite, vu que je savais que je voulais me lancer dans l'entrepreneuriat, je suis allée en école de commerce pour pouvoir en fait capitaliser tout ce que je faisais de manière très spontanée, de manière en autodidacte. Et en école de commerce, en fait, je suis allée pour placer les mots sur ce que je faisais. Magnifique. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir aujourd'hui au Chinese Business Club? Ce qui m'a donné envie de venir aujourd'hui au Chinese Business Club, déjà c'était pour rencontrer du monde, créer du contenu et aussi inciter des jeunes comme moi à adhérer à ce type de club. Magnifique. Tu es très présente sur les réseaux, notamment LinkedIn. Quelle place prend le personal branding selon toi aujourd'hui dans notre nouvelle génération? Le personal branding il est important parce que nous sommes à l'ère du numérique. Il faut avoir une place. Ce que moi je donnerais comme conseil, c'est vraiment de trouver la plateforme qui est en adéquation avec sa personne. Et aussi, voilà, ça peut être LinkedIn, ça peut être TikTok. Pour moi, c'est plus LinkedIn et aussi un peu YouTube. Mais je me sens beaucoup plus à l'aise en LinkedIn parce que c'est là-bas où je trouve mes clients. C'est là-bas aussi que les gens me voient. Et par rapport à ce que je fais, c'est beaucoup plus adapté. Kevin, tu es étudiant ingénieur et tu as déjà développé 3 entreprises. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as réussi à développer tes entreprises et en même temps suivre ton cursus d'ingénieur? Pour développer les entreprises, ça a été vraiment compliqué, c'est pas facile. Mais après tout, après du travail et de l'organisation, c'est possible. Maintenant, ce qui est compliqué à chaque fois, c'est toujours de trouver les clients quand on est entrepreneur. Et c'est compliqué, mais si on se donne les moyens et qu'on appelle, qu'on essaye de prospecter et qu'on y arrive, au final, ça va marcher. C'est clair et net. Selon toi, Kevin, quel est l'avantage et l'inconvénient d'être entrepreneur? Je pense que l'avantage, c'est qu'on est libre. On est libre de patron, on est notre propre patron, ça c'est clair. C'est un gros avantage. Aussi la curiosité, qui si on est curieux, en fait, on arrive à finalement, c'est super de lancer une entreprise pour la curiosité. Et l'inconvénient, je dirais que c'est le taf, forcément. Il faut beaucoup travailler, c'est pas évident, c'est pas une partie facile. Mais quand on sait bien s'organiser, qu'on a une tête bien faite, tout marche, tout fonctionne. Est-ce qu'il faut nécessairement lever des fonds pour entreprendre? Alors, ça dépend. Il y a des entreprises qui lèvent des fonds qui échouent et il y en a d'autres qui réussissent. Donc je dirais, et comme il y a des entreprises qui ne lèvent pas de fonds qui réussissent ou qui échouent, donc je dirais que ça dépend de l'ambition aussi, peut-être, du niveau où on est rendu avec son entreprise. Plus on est au niveau, plus une levée de fonds peut être nécessaire, mais pas forcément, ça dépend. Je dirais, moi je suis team bootstrap, c'est-à-dire lancer sa boîte sans levée de fonds, mais les deux se font bien, mais c'est à risque et péril. Et est-ce qu'il faut nécessairement faire des études pour entreprendre? Alors je dirais que non, mais en fait, d'ailleurs beaucoup pourraient dire que non, mais je pense quand même que les études c'est important. Ça forge quand même l'esprit, ça forge aussi une certaine dynamique de travail, ça nous force à nous organiser, ça nous force à faire des choses. Les études, c'est clair, et puis le réseau aussi qui peut en découler, forcément, et les compétences.